Ouais, gênant, toujours. tu sais pas si c'est bon, si c'est good. Bon, il y a écrit en direct, donc on va supposer que ça y est, on y est, mais il y a le petit décalage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous êtes là, que vous êtes connectés. Faites-nous signe en commentaire quand vous êtes effectivement connectés. On est là pour annoncer la fin de l'année. Ça y est, on est en décembre, on a le droit d'assumer la période Noël. On a de la déco. Merci Carole pour le montage. On a des paillettes. On a le bonnet de Noël avec Fabien. Merci Fabien. Heureusement que tu es là pour jouer le Père Noël. Et tu vas jouer le Père Noël parce que tu vas nous faire des cadeaux aujourd'hui, n'est-ce pas? Ok. Bien sûr. T'es pas au courant, mince. Mais ok. Bon, on est bien live. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je suis trop ravie de vous retrouver. C'est non seulement mon dernier webinar de l'année, parce que vous le savez, je fais aussi des webinars avec Culture RH, mais aussi mon dernier live de l'année avec Thalise, et pas des moindres, parce qu'on s'est mis dans l'ambiance de Noël, comme vous pouvez le voir. Et en plus, j'ai 2 super invités. Aujourd'hui, on va parler de l'expérience candidat avec Comangle. Ça fait 10 ans qu'on fait des belles promesses. Alors, quand je dis on, je parle pas spécialement de moi, mais de l'écosystème complet recrutement. 2016, on parlait déjà de transparence, automatisation, feedback. Et là, à l'aube de 2026, on parle encore transparence, automatisation, feedback. Où est-ce qu'on en est? Pour dépatouiller un peu tout ça, on a Fabien et Carole qui sont avec nous. Je vous invite tous les deux à vous présenter. Si jamais il y a des gens qui vivent dans une grotte et qui ne vous connaissent pas, voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites de beau, qu'est-ce qui se lance? Allez, Carole, tu vas y aller ou moi. Alors moi j'aime bien raconter, je fais pitch elevator 30 secondes. Comment j'aurais jamais dû finir dans les RH, puisque de base, je n'étais pas du tout prédestiné à ce métier-là. Et je me suis retrouvé dans le recrutement, bizarrement, dedans. Et 12 ans après, je suis toujours dedans. Aujourd'hui, j'ai la direction du pôle recrutement et marque employeur chez Artemis. Artemis, c'est une société de conseil de 800 collaborateurs. Et en parallèle, si tu veux, qu'est-ce que je fais? Je prends la parole sur LinkedIn, j'amène quelques paillettes aussi dans la vie de tout le monde, je challenge le statu quo, je révèle l'importance de nos métiers et je le fais avec passion et voilà. Et je suis ravi vraiment d'être avec toi aujourd'hui, de découvrir Carole et de pouvoir échanger encore sur ce sujet qui, des fois, nous laisse un petit goût amer. Voilà. Écoute, on est trop contents de t'avoir parce qu'effectivement, ça tombe bien, on veut des paillettes. Carole? Oui, je prends le relais. Ravie d'être là aussi. Moi, je suis un pur produit du recrutement et des RH. Une quinzaine d'années sur le sujet à mon actif, à la base avec un parcours de psychologue social. Et je suis passée pas mal d'années chez Louis Vuitton, aussi bien en atelier de production qu'au siège. J'ai passé 6 ans à l'Étincelle RH. J'ai fait 2 ans de tentage de trucs en freelance pour aller faire presque tout sauf du recrutement. Et depuis tout poil 3 ans, je suis chez Murphy où je suis responsable du recrutement. Donc, aussi bien sur des profils de réparation d'électroménager ou de reconditionnement, qui est notre cœur de métier, que des profils plutôt du siège ou maintenant sur de nouvelles activités qu'on est en train de développer autour de la transition énergétique. Top. Trop cool. Je suis trop contente. Je peux poser une question? Vas-y. T'as un code promo encore chez Vuitton ou pas? Non, et à l'époque, j'en avais déjà pas. J'en avais déjà pas à l'époque. Ah ouais? Oh c'est pas cool, ça. On avait des ventes personnelles, mais c'était des produits spécifiques et pas un open bar avec un code promo. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Non, mais effectivement, c'est un peu deux salles d'ambiance entre Vuitton et Murphy aujourd'hui. Oui, pour le coup, changement d'ambiance. On a Marie-Sophie qui nous salue, elle a dit quelle belle équipe. Merci Marie-Sophie, on t'embrasse bien fort. Mon amour. Merci. Alors, je vous le disais un peu en intro, l'idée pour commencer, c'est de voir un peu ce qui a bougé en termes d'expérience candidat. On s'est donné comme temporalité 2016 versus 2026, puisque 2026, c'est demain. Il y avait déjà des belles promesses il y a 10 ans. Alors moi, j'ai fait un petit peu mon enquête en termes de data. J'avais envie de voir un petit peu, avec les études que font régulièrement l'équipe de Yago, pour ceux qui connaissent. Il y a le baromètre de l'expérience candidat. J'ai réussi à remonter à 2018 pour comparer avec
voilà, c'est aujourd'hui de manière plus récente. Et avant de vous donner les chiffres, moi j'aimerais bien avoir votre avis, vous qui êtes en train de nous écouter. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui les candidats obtiennent plus de réponses après avoir postulé? Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce qu'on s'est effectivement amélioré ces 10 dernières années? Voilà, c'est pas une question piège, c'est vraiment histoire de voir, prendre un peu la température. Voilà, à votre avis, on en est où? Comment ça a évolué? Alors, nous, on a un petit décalage, donc je vais pas voir tout de suite vos réponses s'afficher. Donc, en attendant, Carole, elle va nous chanter du Mariah Carey. Ah oui, Bien sûr. Carole. I don't want love for Christmas. And Voilà. Bravo, magnifique. Je serais Bon, plus et capable de chanter Céline Dion comme on se l'est dit avec Fabien juste avant. Mais c'est moins esprit de Noël, dommage. moins esprit de Noël, mais on reste dans le thème des grandes voix. Bon, pour l'instant, je vois pas de message s'afficher vu qu'on a ce décalage un peu pénible avec LinkedIn. Mais déjà, est-ce que vous pouvez me partager un peu votre ressenti, Fabien et Carole? C'est quoi un peu vos observations si on regarde les 10 dernières années? Est-ce que vous avez l'impression que ça a effectivement évolué dans le bien ou pas nécessairement? Enfin, c'est quoi un peu vos impressions comme ça là Carole, je commence si tu veux. Vas-y. Pour moi, en 2016, on promettait déjà, j'entendais transparence, automatisation, feedback. La fin de l'année 2025, on arrive sur 2026. Bah, devinez quoi, on en parle encore. Aujourd'hui, on est en plein dedans. La différence aujourd'hui, pour moi, on en parle encore, mais on doit le faire avec moins et beaucoup plus de fatigue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es Ah, usé de répéter. tu spoil! Ah, je spoil, pardon, excuse-moi. Je rigole. Non, je rigole, vas-y. Mais pour moi, si tu veux, j'ai pas envie de trop spoiler maintenant, tu vois ce que je veux te dire? Désolé. Pour moi, Non. Oublie. ce qui a pas ce que j'ai bougé, dit. Vas-y. si tu veux, ce qui a pas bougé, le manque de feedback, le manque de considération pour certains, des process de merde encore que je vois 7, 8, 9 entretiens, des managers pas formés et des entreprises qui se convainquent, ça se dit ça? Oui, qui sont convaincus que le marché va finir par se calmer. Tu vois? Voilà. Ah, Je vais pas trop en vois dire, très sinon bien. je vais spoiler. Carole, je te laisse compléter. Oui, mais j'ai Alors, essayé de me poser la question de à quoi ressemblaient les différentes étapes il y a 10 ans d'un processus de recrutement. Et il y a quand même des choses qui ont bougé, mais un peu forcées par le contexte externe. Je me souviens qu'à l'époque, moi en plus étant plutôt en cabinet, il y avait vraiment un débat sur est-ce qu'on doit afficher le nom du client pour qui on recrute, par exemple. Ouais. Et j'ai l'impression que quand même, il y a eu un gain de transparence là-dessus et que il y a un effet presque d'obligation maintenant qui fait qu'une entreprise ou un cabinet qui dirait plus pour qui il recrute va avoir un désavantage concurrentiel. Donc, il y a quand même des choses qui bougent, de même que ça va arriver là pour le salaire. Si le salaire n'apparaît pas, ça va devenir un désavantage. Donc, ça va forcer un petit peu tout le monde. Et l'effet confinement, je trouve, a aussi pas mal bouleversé l'expérience candidat du fait qu'à une époque, il fallait forcément se déplacer sur un premier entretien, parfois traverser Paris ou en région, traverser la métropole pour venir rencontrer en live des recruteurs. Et ça, c'est quelque chose, alors, en tout cas, moi j'ai l'impression, je vois peut-être que de mon prisme, qui a complètement changé et qu'on est quand même sur une sollicitation un peu moindre dans les premières étapes de recrutement. Et même s'il peut y avoir encore des multiples étapes, et moi, je suis convaincue que ça doit refléter la nature de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Donc, pourquoi pas parfois qu'il y ait plein d'étapes si c'est ce que la personne va vivre derrière en termes de prise de décision dans la boîte. Malgré tout, ne pas se déplacer 5 fois, c'est quand même un peu plus cool qu'à l'époque où il y avait plein d'allers-retours. Donc, il y a quand même des choses qui ont changé, mais qui sont souvent forcées par le contexte externe. Et là où j'ai un doute, c'est sur le fait que la posture en tant que telle et cet effet de considération qu'évoquait Fabien a vraiment évolué. Alors moi, si je vous balance un peu des chiffres par rapport au nombre de candidats qui déclarent qu'ils ne reçoivent pas de réponse après avoir postulé, en 2018, ils étaient 54%. Le chiffre le plus récent que j'ai pu récupérer, c'est 2024, et on n'est plus à 54%, mais à 62%.
Donc, Voilà. 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 Je vous laisse avec ça. Alors, dans le chat, quand même, les réactions, c'est Marie-Sophie, elle disait, enfin, son observation, avant que je donne ces chiffres, c'est oui, en progrès. La route est droite, mais la pente est forte. Et puis, Jean-François dit un truc intéressant. Il dit, on s'est organisé pour être meilleur, mais le marché s'est retourné et le nombre de candidats s'est multiplié. Alors, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le contexte aussi qui forcément influence. Ouais. Et on a, alors nous on ne voit pas s'afficher le nom, mais moi je le vois de côté, c'est Diane qui commente, qui dit une belle évolution dans les outils et parfois dans les process, mais pas forcément dans la manière dont sont traités les candidats. Pour moi, l'expérience candidat est loin d'être au top. Encore aujourd'hui, écoute, Diane, au vu des stats Yago, on peut effectivement, en tout cas légitimement se poser la question, est-ce qu'on fait mieux ou pas aujourd'hui ? Mais au-delà de est-ce qu'on fait mieux ou pas, nous, le live aujourd'hui, il a aussi vocation à se dire, comment aujourd'hui avec moins, parce qu'il y a 10 ans, on avait peut-être un peu plus, et on avait déjà du mal, comment est-ce qu'aujourd'hui, avec moins, on peut quand même continuer comment elle a dit Marie-Sophie, cette pente forte, voilà, maintenir le cap pour aller vers l'amélioration. La pente est forte, c'est beau. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on peut évoluer, s'améliorer alors que les moyens manquent ? Tu l'as évoqué tout à l'heure, Fabien. Il y a de la fatigue. Il y a une fatigue globale, on le voit. Hein. Il y a eu une étude TIL qui a été faite cette année sur la santé mentale des RH et elle n'est pas bien belle à voir. Donc, on ne peut pas omettre ça. On a fait un live d'ailleurs sur la santé mentale des RH à la rentrée avec Thalise. Et le constat, il est assez affligeant. Voilà, il y a ces réalités-là, les budgets serrés, puis ce climat, cette espèce d'incertitude politique ambiante aussi. Hein, il y a aussi ça, d'un point de vue sociétal plus large. Oui. On est tous un peu frileux, un peu dans ce climat d'incertitude. Moi, j'aimerais bien savoir un peu vos contextes, d'ailleurs, l'un et l'autre. Vous en êtes où ? C'est quoi aujourd'hui, vous, votre contexte ? Est-ce que vous subissez, vous aussi, ces réalités-là ? C'est quoi vos réalités à vous, l'un et l'autre ? Carole, tu veux commencer ? Je commence. Ouais, je peux y aller. Nous, on est dans un contexte d'une boîte en croissance. On est un peu plus de 350, mais une boîte dans laquelle le modèle économique se cherche encore. Donc, on est dans des logiques d'itération, d'optimisation de coûts. On est inscrit comme entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans tous les cas, l'objectif, c'est pas de cramer du cash et d'avoir des moyens en mode open bar, ça n'aurait pas de sens. Donc, à échelle plus de l'équipe recrutement, on fait face à des besoins massifs de recrutement parce que en fait, il faut recruter des techniciens et des techniciennes sur toute la France pour ouvrir de nouvelles régions, pour renouveler les postes, renouveler aussi sur le siège, développer des nouvelles activités qui sortent de nulle part et pour lesquelles il faut reconstruire une démarche de recrutement sur des nouveaux métiers. Et pour ça, aujourd'hui, on est 3 dans l'équipe pour recruter aller peut-être grosso modo une 60aine de personnes à l'année. Donc, effectivement, c'est hyper tendu. On n'a pas un budget illimité sur les outils, donc on a un ATS. On a du job board, un petit peu avec du Indeed, du Welcome, un peu de job that make sense, mais grosso modo, il faut faire avec nos moyens et surtout de la bonne volonté. Donc, on est en plein cœur de la problématique de comment on fait mieux avec nous. Très clair. Et c'est intéressant de voir finalement que d'un contexte à l'autre, même si ce n'est pas nécessairement les mêmes difficultés, le résultat reste le même avec cet enjeu derrière. Comment est-ce que je peux avoir de bonnes pratiques quand mon contexte est compliqué et ne me permet pas forcément... Et c'est intéressant parce que je vois dans le chat, et là ça va peut-être vous faire tiquer, mais Pauline, au-delà de dire, je voulais faire coucou à la Queen Anaïs, ça c'est très gentil, merci Pauline, mais c'est pas ça que je voulais vous partager. Elle dit, recruter, c'est pas une question de moyens, c'est une question de cap et de valeur. Je suis d'accord. Ça vous choque ou vous êtes aligné avec ça ?
Parce que quand Moi, je vois. même, si on n'a pas les moyens, c'est compliqué quand même aussi, Alors, on peut se dire. tu as deux sujets dedans. Ça va faire écho, je vais rebondir avec le contexte qu'on a, nous, côté Artemis dans le conseil. Moi, je suis dans le conseil depuis 2019. Dans le conseil, on te demande d'optimiser, de rationaliser les dépenses depuis toujours, depuis toujours, depuis toujours. Là, encore plus cette année, où on est sur un marché qui est hyper merdique, chahuté, où en fait, tu as un budget gelé côté client final aussi. Tu as le baisse des besoins aussi côté client parce que certains projets IT sont devenus de plus en plus matures. Donc, tu vas avoir de moins en moins de demandes, par exemple, sur la partie dev. Tu as une volatilité aussi des candidats qui est juste, moi, j'en peux plus, c'est infernal, vraiment, que ce soit de l'indépendant, que ce soit du partage, que ce soit du salarié. Tu as une incertitude de marché, comme tu l'as dit. Donc, nous, c'est gel, réduction des job boards aussi. Outils, tous les outils sont challengés. Je suis en train de challenger tous mes job boards en ce moment, parce que c'est un enfer, arbitrage à la loupe, où en fait, on va décortiquer, OK, pourquoi je vais dépenser 1000, donc ROI, OKR à 150% de ce que j'ai pu connaître auparavant. Et en fait, avec des volumes de recrutement qui aussi, on s'adapte au marché. Donc derrière nous, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, tu vas te dire, bah, OK, j'ai un peu plus de temps puisqu'on a gelé les recrutements, mais c'est partout pareil dans le conseil. Tu as des consultants qui sont sur le carreau, des fins de période d'essai, des intercontrats. Les intercontrats, c'est dans l'attente de retrouver une mission quand tu sors de ton client. Et tu as une question de valeur aussi dans la mesure où, OK, j'ai moins de taf côté recrutement. Comment je peux continuer à créer de la valeur différemment et d'apporter justement, de participer à l'écosystème de ma boîte en faisant différemment, et ça rejoint le côté valeur. Et moi, c'est pour ça qu'en l'espace de 3-4 mois, on a lancé le kit candidat de mon côté, côté Artemis, où en fait, c'est le bon moment d'en parler ici ou je te spoil encore, On va en Anaïs? parler après. Tu es en train de Voilà. spoiler, mais c'est pas grave. On Je va y venir spoil. après, vous allez Donc c'est pour partager ça que des voilà, bonnes pratiques. je rejoins le côté valeur. Qu'est-ce qui m'anime moi vraiment intimement, c'est de travailler sur l'expérience candidat. Je me dis aujourd'hui, ce kit candidat, c'est de se dire, OK, de guider les candidats dans une incertitude parce que bah, ils sont anxieux. C'est t'augmentes en fait, si tu veux, le taux de réussite aussi. Moi, j'ai ouvert mon agenda sur LinkedIn et je donne des créneaux à qui veut bien les prendre sur des conseils d'entretien, s'ils arrivent à décrocher les entretiens aussi. Donc, tu vois, c'est une question de valeur. Pauline aussi, je partage cette valeur de moi, j'ai connu des process de merde, donc j'ai pas envie que les candidats les retrouvent. Donc, j'ouvre aussi, je donne mon temps pour que les personnes puissent maximiser leur taux de conversion sur les entretiens. Mais les moyens, il faut se les donner, bien sûr. Bon, en tout Ah cas, bah. dans les commentaires, je vois c'est très aligné. Plusieurs personnes, dont Gavin, qui dit je suis avec Pauline. Les moyens, il faut se les donner. Et on a Marc qui est un peu plus tranchant qui dit se cacher derrière les moyens, c'est un faux. Donc voilà, ça c'est dit. Au moins, c'est posé, c'est dit. Mais c'est intéressant parce que ça amène aussi à peut-être responsabiliser un peu plus les recruteurs et peut-être les secouer gentiment, leur dire attendez, vous ne pouvez pas vous cacher aussi derrière ce manque de moyens. Il y a des bases. Et Marc, il dit ma grand-mère disait assumer ses erreurs, c'est se renforcer, mais elle ne faisait pas de business. J'adore. Merci, Marc. On salue la grand-mère de Marc. Et on a le télétravailleur parmi nous. Enchanté, le télétravailleur. Alors, il nous dit à votre avis, est-ce qu'on peut imaginer des entreprises qui assument enfin ça, on sait le faire, ça pour l'instant, c'est du pur storytelling. J'ouvre une parenthèse, j'espère que Sylvia de Thalys me tapera pas sur les doigts, mais j'ai un article qui est sorti aujourd'hui sur le blog d'Achille, le collectif de recruteurs Achille, qui aborde exactement cette question sur la marque employeur avec justement la recruteuse que j'ai interviewée, elle disait je préfère travailler avec un client, une entreprise qui assume qu'elle n'est pas parfaite, que de bosser avec des great place to work qui vendent du rêve et voilà, et qui derrière, il n'y a rien. Et voilà, je vous invite à aller voir l'article sur le blog d'Achille si ça vous intéresse. Je dis vous, tout le monde, et le télétravailleur. Comment vous voulez réagir à ça, Fabien et Carole, sur cette question-là? Est-ce qu'on peut imaginer des entreprises qui enfin s'assument? Moi, ça me parle beaucoup. Parce qu'en fait, c'est une question, on revient à la question du volume et de se dire, parfois l'excuse, c'est on n'est pas capable de faire des réponses à tout le monde parce qu'on a trop de volume. Mais en réalité, la question du volume, c'est comment tu parles du job, comment tu parles de l'entreprise pour faire en sorte qu'il y ait un filtre naturel qui se crée.
Et en fait, ce filtre-là, ça passe aussi par décrire le contexte dans lequel la personne va arriver, y compris par des choses qui peuvent être un peu clivantes. Donc nous, on le fait régulièrement en décrivant le contexte du poste, que ce soit le contexte de Murphy, où il y a systématiquement une phrase qui dit je résume, mais grosso modo, c'est un peu le bordel, tout le monde fait de son mieux, toi aussi tu vas participer à construire les choses, mais tout n'est pas carré, ou à l'échelle du poste. Et là, très récemment, j'ai recruté dans mon équipe, donc super, je vais avoir un petit peu plus de moyens. Tout l'enjeu de l'annonce que j'ai diffusée, c'était de décrire à la fois ce qui est chouette dans le métier et aussi ce qui va peut-être être, encore une fois, clivant, peut-être plus difficile que ce qu'un recruteur ou une recruteuse classique peut connaître sur du recrutement volumique pour notre académie, par exemple, où c'est super de se dire qu'on recrute des profils en reconversion, cuicui les petits oiseaux, mais ça veut dire traiter 5 à 800 candidatures en entrée pour recruter 12 personnes. Donc, qui a envie de ça ? Qui est prêt à changer à la mano un tiers des prénoms sur les fiches profil de l'ATS parce que Indeed a fait de la merde pour créer les fiches profil automatiquement et que si on veut automatiser un prénom dans les réponses négatives, il faut changer à la main le prénom. Sinon, tu dis bonjour Jean-Michel en majuscule ou tu utilises son nom de famille. Donc, c'est vraiment être authentique sur ce qu'est l'entreprise, ce qu'est le job, à la fois dans ce qui est chouette et dans ce qui peut être éventuellement clivant et qui va faire que moins de gens vont postuler aussi. Et tant mieux, parce que ça sera moins de profils à traiter. 1000% d'accord, je complète pour parler d'expérience perso. J'ai connu des boîtes dans le passé, dont une qui m'a vendu un peu du rêve en entretien. J'ai pas du tout retrouvé cette promesse-là. Donc, tu as un écart entre le promesse vendue versus promesse vécue. Et à contrario, Artemis, quand j'étais en process l'an dernier, ça va faire 1 an, où j'ai eu vraiment factuellement l'état de l'entreprise, étape par étape, l'équipe, les irritants, les douleurs, là où il manquait. Et en fait, j'ai vraiment vécu, moi, sur mon poste, ce qui s'est passé. Et en fait, oui, on se dit chez Artemis, on veut du vrai, pas du parfait. Et en fait, on préfère se dire, on ne sait pas faire. Si un candidat a certaines exigences aussi, on dit aujourd'hui, on ne sait pas faire et c'est OK, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que je répète très souvent, on veut du vrai, pas du parfait. Mais tu as encore des boîtes qui vendent quelque chose qui n'est plus d'actualité. Certaines boîtes ont beaucoup d'ancrage et de croyances limitantes. Quand nous, côté Artemis, on est vraiment les mains dans le cambouis, on connaît le terrain, on va sur le terrain, on challenge, on échange et on sait exactement qui sont nos personas candidats. Tu vois ? Voilà. Et en plus, finalement, assumer les défauts et pas avoir peur, voilà, de dire ce qui n'est pas parfait dans notre entreprise, c'est faire gagner du temps aux candidats. Et c'est déjà un impact fort sur l'expérience candidat parce que déjà, je fais gagner du temps. Là, je joue vraiment la vraie carte de l'authenticité, pas l'authenticité bullshit comme on peut l'entendre parfois sur LinkedIn ou ailleurs. Là, c'est la vraie authenticité. Vraiment, on assume. OK, on n'est pas parfait. Il y a ça. Mais par contre, on essaie de progresser sur ça. Et voilà, toi, sur ton poste, ce que tu pourras apporter avec ça. Et comment tu pourras faire évoluer aussi l'entreprise. Enfin, déjà, une entreprise qui a ce discours-là, elle fait déjà du bien à son expérience candidat. Et ça me permet, mais de manière tellement magnifique, de faire une transition avec la partie un peu plus axée solution, même si vous avez déjà commencé à dispenser quelques tips comme ça avec vos expériences à vous. Mais comment faire mieux avec moins, c'est ça aussi le cœur de notre live aujourd'hui. Et on a vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous qui êtes en train de les écouter, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment envie de vous entendre sur qu'est-ce que... vous-même, dans vos entreprises respectives, vous avez pu prendre en main et vous dire, OK, je veux faire mieux en termes d'expérience candidat. OK, on a compris, j'ai moins de moyens ou le contexte est compliqué, mais voilà déjà, première étape, voilà ce que je peux faire. Peut-être Carole, parce que je sais que ça te tient à cœur sur l'aspect base fondamentaux, parce qu'il y a aussi ce fil rouge-là. Après tout, on ne va pas partir dans des trucs farfelus si les bases ne sont pas déjà là. Donc Carole, je te tends le micro, pas pour chanter du Maria Carré, mais pour nous briefer un peu sur c'est quoi la base et qu'est-ce qui ne va pas me demander non plus des moyens immenses, mais par quoi je commence ?
Bah, déjà, pour moi, la première chose, c'est de se dire, c'est quoi effectivement les fondamentaux dont a besoin le candidat ou la candidate pour se sentir considérer qu'il ou elle vit une expérience de recrutement qui lui semble juste pour permettre que son souvenir reste positif, quand bien même la personne pourrait être écartée. Donc, j'utilise un peu une image qui est un peu décriée sur le volet motivation, mais c'est la pyramide de Maslow, où on s'est dit justement, il y a peut-être 10 ans, en fait, l'expérience candidat, ça va passer par des expériences surprenantes, on va faire des sourcing games, on va gamifier à fond le recrutement. Et en fait, ça, on pense au top de la pyramide, alors que effectivement, entre-temps, on ne répond pas aux gens ou dans des délais pas possibles. Et là, en ce moment, moi, je suis dans un niveau de dissonance cognitive énorme parce que j'essaie d'avoir la considération pour les candidats, mais pour autant, je suis dans une phase où je sursature en termes de postes à recruter, de nombre de profils à évaluer. Et en fait, le simple truc que je fais, c'est qu'à longueur de journée, je m'excuse. Je m'excuse parce que je suis en retard au téléphone, je m'excuse parce que j'ai mis du temps à répondre à des mails. Et en fait, c'est la base de la base. Si on n'arrive pas à maintenir des standards comme on aimerait le faire ou comme on le fait d'habitude, c'est de considérer que c'est pas grave, du moment qu'on a cette considération et qu'on va avoir de l'empathie pour les personnes. Et c'est fou parce que avec ça, en fait, je crois que j'ai jamais eu autant non plus pendant cette période-là de messages trop mignons de la part de personnes qui me disent mais en fait, c'est pas grave et juste merci de m'avoir tenu au courant que ça dérivait. Merci de m'avoir expliqué l'envers du décor et pourquoi vous êtes pris les pieds dans le tapis dans le traitement des candidatures et que ça a duré 10 jours. Donc, en fait, c'est déjà de ne pas se mettre trop d'ambition et d'essayer d'assurer un minimum de considération pour que la personne se sente juste considérée comme un humain. Est-ce que Fabien, tu veux compléter? Sachant que je vois dans le chat, et on a quelqu'un qui apparemment te connaît bien, qui dit que tu es très humain. Juste un petit témoignage, il prend le temps d'écouter sans même connaître la personne, expérience personnelle vécue avec lui. Ouais, t'as un fan club dans le... Merci la personne qui a partagé ça. Non, et je te rejoins 1000 fois. Moi, juste la première chose que j'ai mis en place, c'est, nous, on avait un ATS qui était sous-exploité, qui n'était pas programmé et en fait, on te dit, toujours: «Oui, mais on a un outil». Oui, mais si de base, ton outil est mal paramétré, si tu amènes pas de l'humain dans tes messages et tu vois, le premier truc que j'ai retiré, c'est qu'il y avait un message: «Sans retour de notre part, considérez que, votre candidature, est, refusée». Mais je me suis dit: «Mais what the fuck?» J'ai changé tout le process de recrutement avec les équipes. On a beaucoup itéré sur le pourquoi, l'équipe recrutement existe, de quoi on a besoin, comment on a envie de faire vivre notre métier, comment vous avez envie d'être dans un process de recrutement et aujourd'hui, dans la boîte de réception, quand tu postules chez Artemis, c'est un message hyper humain. Il y a, chaque petite phrase et chaque ton de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Avec un petit gif différenciant et dans le process de recrutement, le candidat sait exactement si on a étudié sa candidature puisque nous, on répond sous 72 heures. Donc, c'est une promesse qu'on fait qui est partagée sur notre ATS et sur les offres d'emploi avec les rémunérations puisqu'on est team transparence sur les REM depuis, maintenant 1 an et si on rappelle un candidat, j'ai mis en place plein de déclencheurs, plein d'automatismes. Il y a de l'humain, c'est des messages qui sont hyper personnalisés, mais on dit quand on va appeler le candidat, on a vu ta candidature, quelqu'un de l'équipe t'appellera sous 24 heures, ne t'inquiète pas. Quand un collaborateur, on a essayé de l'appeler, j'ai un message automatique qui part. Quand le collaborateur, on n'a pas réussi à l'appeler, j'ai mis un planning intelligent avec de l'IA où le collaborateur peut piocher directement dans notre planning intelligent et on peut recevoir derrière le rendez-vous et quand le collaborateur passe son entretien, il reçoit le petit kit candidat. Donc ça, c'est un peu mon arme secrète, je tiens à le préciser. L'objectif, quand j'ai itéré sur le projet, c'est de pouvoir rassurer, guider, réduire l'anxiété des candidats parce que c'est anxieux quand on process. Nous, c'est nos métiers, mais les candidats en face, ils attendent des retours, tu vois, ils espèrent face à ça et moi, je me bats que ce soit
une fois de plus sur LinkedIn où j'ouvre des créneaux ou sur mon ATS en interne chez Artemis. Et en fait, tu veux maximiser leur taux de réussite. Donc derrière le contenu, tu vois, qu'on a mis en place, c'est très simple. On présente l'entreprise, on présente le process, des conseils pour réussir avant, pendant et après l'entretien, des exemples de questions aussi. On leur dit sur quoi ils sont évalués sur l'entretien STAR, situation, tâche, action, résultat, et ce qu'on va attendre par BU. Derrière, l'impact, il est notable. Tu as des candidats qui sont mieux préparés. Derrière, ils vont te dire, bah oui, vous n'avez pas essayé de me piéger parce que je connais le process. Et en fait, ils ont des expériences qui est unique et légendaire, tout simplement. Et derrière, j'ai mis un NPS pour pouvoir justement évaluer l'utilité de ce kit candidat. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des candidats qui ont reçu le kit, j'ai 100% de oui, le kit est utile. Et après, ça me permet Ok. derrière de nurturer mon candidat, d'alimenter mon candidat par des séquences d'emails, de messages réguliers, de relances intelligentes, de partage d'informations, sans même pour un post, tu vois, d'invitation à ce qu'on peut faire des webinars, des conférences qu'on a côté Artemis. C'est un vivier chaud qu'on tend justement à alimenter systématiquement. Mais je rejoins Carole sur j'accorde du temps, je le fais avec le cœur, sinon je le fais pas. C'est pas mon combat. Alors attends, j'ai trop de questions là, parce que tu as dit plein de choses, et là j'ai envie d'aller décortiquer chaque truc. Alors déjà, il y a le sujet de l'automatisation. Donc Ouais, si je comprends bien, on est sur de l'automatisation personnalisée. via ton ATS, ouais. C'est le cas aussi, toi Carole, il me semble que tu as le même principe avec plusieurs modèles de mails automatisés sur la première étape de la Ouais, phase de tout à fait. recrutement, c'est ça? Effectivement, par exemple, pour nos recrutements pour l'académie, en fait, on a très peu de prérequis parce que c'est de la reconversion. C'est avoir le permis B, être inscrit à France Travail. Et donc, au fur et à mesure du temps, on a configuré un formulaire de candidature qui nous permet que les personnes se positionnent sur ces deux critères-là et quand ils ne sont pas au rendez-vous, que ça puisse directement les traiter avec un message spécifique qui leur dit que, alors c'est évident dans l'annonce, mais qui leur rappelle que ce prérequis-là est absolument non négociable, mais que par contre, si jamais ils obtiennent le permis, qu'ils s'inscrivent à France Travail, ils peuvent revenir vers nous. Donc, ce n'est pas un non définitif et ça les encourage à revenir. Et après, on n'a pas beaucoup d'autres automatisations au sens de vraiment des flux entiers, mais on va avoir des configurations parfois de messages qu'on va adapter selon les cas. Et souvent, ce que j'aime bien faire, c'est que sur tout nouveau poste, en réalité, on est capable de trouver 2, 3, 4, 5 raisons récurrentes qui font qu'on va écarter des profils sur le CV. Et donc, on a des déclinaisons comme ça de réponses qui permettent non pas nécessairement d'apporter des réponses personnalisées, mais des réponses contextualisées qui permettent de comprendre les raisons pourquoi les personnes ont été écartées. Et sur la dimension d'automatisation, j'en parlais tout à l'heure, pour moi, un des gros enjeux, c'est de ne pas avoir une pratique aveugle des automatisations, c'est-à-dire qu'elles soient configurées une fois pour toutes, et puis on ne sait plus ce qu'on envoie, parce qu'en fait, on appuie juste sur des boutons. Donc, c'est hyper important régulièrement de regarder, de se mettre à la place des profils pour voir ce qu'ils ou elles reçoivent. Parce que, typiquement, l'accusé de réception, ça peut être on vous répondra, si vous n'avez pas de nouvelles dans les 3 semaines, c'est que c'est écarté. Mais je me souviens d'une anecdote quand j'étais à l'étincelle RH. J'ai formé un autre cabinet de recrutement. Et en faisant ce travail de se mettre à la place des candidats, on s'est rendu compte que leur accusé de réception, donc reçu par 100% des profils, était un accusé de réception qui était daté de plusieurs années et dont le lien qui renvoyait au site internet était buggé. Donc en fait, il n'y avait pas moyen d'accéder au site et au-delà du contenu qui était plus à jour, c'était vraiment pourri, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et je reviens parce que c'est vraiment un sujet de s'assurer, par exemple, que les noms, prénoms sont bien configurés dans les fiches profil. Donc, on en revient aussi à une question de qualité de données. En fait, il n'y a pas d'automatisation possible si on n'est pas dans la certitude de la qualité de ces données. Des données.
Alors, je souris parce qu'il y a le télétravailleur qui dit « J'ai suivi jusqu'à nurturer le candidat ». On va y venir après. Oui, pardon pour les anglicismes, s'il y en a, Pardon. mais on va y venir après sur la partie nurturing, n'est-ce pas? Parce que moi, du coup, ce qui m'intrigue, c'est OK, donc l'automatisation, je comprends finalement aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'excuses, hein, on peut automatiser les mails Non. et on peut pousser l'utilisation en personnalisant. Voilà. Oui. Et du coup, ça, on fait du bien déjà à l'expérience candidat. Encore faut-il avoir un ATS. Il y a encore Oui. plein Encore d'entreprises faut-il ou de recruteurs qui être n'ont pas équipé. réussi à convaincre leur boss d'avoir un ATS. Notes. Ouais. Oui, ouais, encore faut-il être équipé parce que ça demande d'avoir un outil. Donc on peut se dire, OK, ça demande quand même du moyen. On peut pas automatiser si on n'a pas les bons outils. Cependant, si je prends le deuxième sujet qui est, Fabien, par exemple, le kit candidat, Oui. j'imagine, je me mets dans la peau voilà, de quelqu'un qui est en train d'écouter là et je me dis, ah mais attends, ça t'a pris combien de temps pour faire ça? Parce que moi j'ai pas le temps en fait d'aller parce que j'imagine que tu es allé formaliser tout ça, je sais pas, Oui. tu es allé sur Canva, tu as fait quoi, Oui. tu as utilisé quoi, Oui. ça Oui. t'a pris combien de temps? Est-ce que le ROI il est intéressant parce que c'est de l'investissement et mais pour quel résultat? Enfin, bon, tu l'as Alors, déjà évoqué avec le NPS, mais ouais, vas-y je dis-moi. suis d'accord. Juste pour compléter, moi, comme je suis très entouré par l'écosystème RH, que ce soit Marie-Sophie qui nous écoute, qui a participé aussi à impulser un peu cette dynamique où elle m'a dit, «J'ai des clients qui le font, voici quelques modèles» et je me dis: «En fait, je Ah! parle tellement d'expérience candidat que j'ai besoin d'avoir vraiment du factuel chez Artemis» et oui, c'est du travail, en phase d'itération avec les équipes, de quoi on a besoin, pourquoi et après le design, c'est sur Canva. Moi, je me suis formé à Canva il y a 2 ans et aujourd'hui, je maîtrise plutôt assez bien et oui, on a créé un petit robot virtuel, qui s'appelle Artie, qu'on a mis sur Canva, qu'on a fait vivre, dans tout le process de recrutement. Un petit Artie qui arrive, si tu veux, il y a une histoire, il arrive en bébé œuf et en fait, c'est un Artie, super évolué qui se téléporte chez Artemis. Donc tu vois, tu as une histoire aussi avec l'écosystème, avec le ton employé chez Oui. Artemis autour de la tech qui a été mis en place et moi, l'impact, elle est hyper notable parce que j'avais des candidats qui on avait quelques feedbacks: «Oui, mais pourquoi l'entretien? On va me chercher sur quoi?» et en fait, on te pose la question très souvent, «Pourquoi je rencontre cette personne?» et en rencontrant cette personne, on va échanger sur quoi? Et des fois, tu te rends compte que certaines boîtes font des process où ils rencontrent 5, 6, 7 personnes et en fait, c'est un redit du parcours. On l'a tous vécu, je pense et là, c'était de se dire: «Process 1, on rencontre 1, 2, 3 la personne. Voici sur quoi vous avez été évolué, voici ce qu'on va chercher» et derrière, moi, ça me permet d'harmoniser un process hyper clair, de l'écrire et en fait, une fois que c'est gravé dans le marbre, on ne peut pas ne plus passer à côté. Moi, je suis garant de cette expérience candidat, et c'est important pour moi et j'amende l'outil, l'ATS, toutes les semaines. Je contrôle l'outil toutes les semaines. Je m'assure que les entretiens sont bien pris via l'outil, et je te dis, aujourd'hui, nous, c'est 100 des personnes questionnées qui sont contents et le kit candidat les a aidés et donc en fait, moi, il intervient dès lors où j'ai un entretien qui est programmé, les équipes programment l'entretien, le kit est mis de manière automatique dedans et en fait, Mmh. il part mis à jour de manière trimestrielle puisque moi, je travaille, en mode agile. Donc j'ai des rétrospectives où on itère sur nos façons de faire tous les trimestres avec mes équipes et on met à jour, en fait, l'outil, le petit kit. OK. Voilà. Et sur la dimension vas-y, vas-y, vas-y. Je rebondirai après si tu veux. Non, non, vas-y, vas-y. Non, ça m'inspire une remarque qui est que, en fait, ce qui se traduit là, c'est un besoin d'avoir de la visibilité, en fait. Oui. Et alors là, pour le coup, Fabien, hein, tu fais une masterclass d'un truc un peu idéal. À moindre échelle, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner de la visibilité à chaque étape. C'est-à-dire qu'en fin d'annonce, on essaie au maximum de dire à quoi va ressembler le process. Alors, il peut y avoir des Mmh. variations, mais au moins il y a une trame. Et entre-temps, on peut dire désolé, finalement, pour X ou Y raison, ça va se passer d'une autre manière, mais au moins il y avait cette prévisibilité-là. À chaque étape, on va faire souvent un mail de confirmation pour l'étape d'après. Donc, c'est aussi un support dans lequel on peut insérer des choses. Je prends l'exemple du test technique pour les profils en reconversion. À une époque, c'était grosso modo un mail qui disait voilà l'adresse, rédigé de façon tout à fait
convivial, mais voilà l'adresse, ça va durer tant de temps, venez avec telle tenue et vous allez avoir un test technique. Et en fait, on a fini par donner plus de détails sur à quoi allait ressembler le test technique, en finissant par se dire que en réalité, ce qu'on teste, c'est pas une expertise préalable, mais plutôt des aptitudes et de la curiosité. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de dire aux gens qu'ils vont être confrontés à un lave-linge à hublot et qu'ils vont avoir telle et telle partie, pièce à démonter et à remonter. Et on s'est rendu compte comme ça qu'on avait tout un tas de profils qui n'y connaissaient rien, qui n'avaient jamais fait du bricolage avec leurs parents, qui finalement se ponçaient des tutos YouTube en quelques jours et étaient en capacité de montrer qu'ils avaient eu une capacité d'apprentissage, de la curiosité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment transformateur et qui nous a rien coûté. De même qu'aujourd'hui, sur l'étape des entretiens plus structurés, je programme des SMS, donc juste, c'est une fonctionnalité native du smartphone, pour envoyer les 4 ou 5 questions systématiques à peu près 2 heures avant l'entretien. Et j'ai des retours unanimes des personnes dont on n'attend pas forcément qu'elles passent des heures à préparer les questions, mais pour qui c'est vachement plus confortable que de les découvrir en live et qui peuvent les avoir sous les yeux au moment de l'entretien. Super intéressant ce retour, parce que c'est marrant de voir les degrés, les nuances entre vos deux contextes. Mais finalement, il y a finalement, c'est la communication en fait qui est... Ah oui. Je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Respect, j'ouvre une porte ouverte, communication, respect. Ah, bravo Anaïs. Mais non, mais c'est important de le rappeler en réalité. Ça paraît bête. En fait, ça paraît bête, ça paraît tellement simple. Mais c'est bien qu'on n'y arrive pas encore parfaitement, puisqu'on a encore des taux à plus de 60% de candidats qui disent moi j'ai pas de nouvelles après avoir postulé. On les voit ces stats, on peut pas les ignorer. Pensons à notre marque employeur, l'image d'entreprise qui est soignée, des candidats qui te remercient même s'ils ne sont pas refusés. Moi, j'ai refusé des candidats qui 2 mois, 6 mois après ont été recrutés par des clients finaux, qui m'ont mis en relation avec le DSI et on a travaillé avec ces clients-là. Parce qu'ils se sont dit, je sais que les consultants qui vont m'envoyer dans cette boîte-là, ils sont sérieux parce que j'ai fait le process et c'est devenu des clients. Donc tu vois, le candidat, c'est un client. Une fois que tu as compris c'est la même chose sur le coaching de candidat, parce que rien ne te garantit que derrière le candidat, il va effectivement être recruté. Mais toi, tu y vois un autre intérêt, c'est de créer du lien avec ce candidat qui peut potentiellement un jour devenir un futur collaborateur. Après, moi, j'ai pas un intérêt, c'est juste que c'est mon métier, que je le fais avec le cœur, c'est de se dire, moi, je mets tous les moyens pour qu'ils se sentent suffisamment en confiance et aient toutes les informations. Maintenant, le process, on a des évaluations techniques derrière où des fois, tu as des no-go parce que pas au niveau de ce qu'on attend. C'est pas grave, au moins, il aurait reçu toutes les informations et il aurait fait le process peut-être que c'est quelqu'un qui reviendra dans quelques années. Exactement. Je l'aurais appelé, j'aurais fait le feedback au téléphone et je fais pas un mail en disant votre candidature est refusée comme je peux le vivre en ce moment. Parce que j'ai lancé moi du coup Sentence Pailleté côté perso et je récolte un petit peu tous les process de merde vécus côté candidat. Je mets en exergue et j'explique comment j'aurais fait différemment. C'est ça Ouais, tous les jeudis. Ouais. Donc tu vois, j'ai vu passer. J'essaie de créer aussi justement. Alex dit dans le chat. Pardon. Ouais, je disais Alex dans le chat qui dit vos contextes ils sont différents, mais l'intention est la même. Et la même, tout à fait. C'est beau. Et sur cette idée de se dire que les profils avec qui on échange, d'ailleurs, candidats ou tout simplement des profils avec qui on discute en amont, ça peut aussi, dans le cas des entreprises B2C, être déjà des clients ou des futurs clients, quoi. Donc, on a un vrai enjeu aussi d'image, ne serait-ce que pour pas se tirer des balles dans le pied d'un point de vue commercial. Je suis d'accord. Anaïs ? Pardon, j'avais bugué, je suis revenue. Je suis là, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Ok, cool.
Je vous propose d'aborder la partie nurturing. Alors, je crois que le télétravailleur, il est parti entre-temps, mais c'est pas grave, peut-être qu'il verra le replay. La notion de nurturing, parce qu'en fait, elle est en train de naître, ta stratégie nurturing, Fabien, quand tu à travers le kit candidat, le coaching candidat, tu commences déjà à implanter cette notion-là de nurturing. Alors, nurturing, qu'est-ce que c'est? C'est un terme marketing qui signifie en gros alimenter la relation avec ton prospect quand on est sur la partie marketing, sur l'aspect commercial client. Là, on est côté candidat, mais en fait, c'est le même concept, c'est le même principe qu'on va appliquer aux candidats. Il y a aussi cette envie de créer un peu une dimension communautaire. Je sais que c'est un truc que tu avais évoqué quand on avait préparé ce live. Et ce qui peut être intéressant derrière, c'est, Carole, toi, tu peux compléter avec le fait finalement de travailler son vivier à travers son ATS ou autre outil, mais avec une notion un peu de réseau organique, d'approche douce comme ça. C'est quoi un peu vos tips autour de cette notion de nurturing? Moi, le côté nurturing, comme je t'expliquais, en action, c'est très simple, c'est des séquences d'emails, c'est des messages, c'est des invitations, c'est des relances intelligentes. Et en fait, derrière l'idée, côté candidat, même s'ils n'ont pas été recrutés, c'est de se dire comment j'arrive à redonner ou donner envie ou éveiller l'intérêt si le candidat ne m'a toujours pas répondu, parce que moi, je suis sur un marché tech qui est ultra concurrentiel, très concurrentiel. Comment j'arrive à avoir le bon candidat au bon moment, avec la bonne techno? Tu l'invites à des lives, tu l'invites à des contenus. Dans mon ancienne boîte, on avait carrément créé des communautés de pratique autour de différentes technos. Et après, l'idée dedans, c'était d'activer le réseau des candidats qu'on a transformés pour en faire de la cooptation. Donc, nous, on a des leviers aussi derrière qui sont sur la partie cooptation, évidemment payée, mais où tu arrives à réactiver le vivier du vivier du vivier. Tu vois, et en fait, tu crées ce cercle vertueux de j'ai le vivier, j'ai recruté mon candidat, le candidat est venu, il a apprécié l'expérience, et en fait, tu as la conséquence de toutes tes actions derrière. Et pour moi, tu recrutes plus des candidats, mais tu construis vraiment une audience candidat, parce que tu as identifié tes personas candidats, tu sais leur parler, tu sais les recruter, tu construis des ambassadeurs, ça c'est encore autre chose. Et voilà. Et donc j'essaie de mettre en place plein de petites actions comme ça pour créer une audience, un vivier actif, un vivier chaud, même si pas de recrutement derrière. Très clair. Tu deviens ton propre média. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est ça. En fait, c'est avoir presque une posture de média et par différents canaux, parce que j'ai déjà vu le cas de recruteurs qui vont créer leur propre newsletter ou qui vont créer leur propre podcast. Je pense à des gens comme Arnaud Raymond, qui est recruteur indépendant spécialisé dans les énergies renouvelables. Alors, je crois qu'il l'a mise en pause, mais il a créé sa propre newsletter où il parle d'énergie renouvelable à l'attention de ses clients et de ses candidats. Et du coup, il met en évidence son expertise autour du secteur, mais en plus, il nourrit le lien avec à la fois ses candidats et ses clients. Et en fait, il y a un peu cet enjeu de devenir un média à toi tout seul, au-delà même de la marque employeur. En fait, c'est de la marque recruteur. T'as résumé. Tout à fait. Parfait. Et alors, du coup, Carole, je sais que toi aussi, c'est quelque chose que tu pratiques, cette idée de réseau organique. C'est quoi que tu mets derrière cette expression? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui vient à la fois d'une démarche qui n'était pas pensée de façon stratégique quand je suis arrivée chez Murphy, mais qui est venue de la curiosité de comprendre le métier de la réparation d'électroménager. Donc, j'ai commencé à ajouter sur LinkedIn un certain nombre de techniciens, techniciennes pour tout simplement suivre leurs actualités. J'ai été surprise parce que j'ai eu 60% de taux d'acceptation sur ces demandes de contact. Wow. Voilà, ce qui est énorme. Et de fil en aiguille, je me suis dit, comme plus j'en savais, plus ça me rendait curieuse d'en savoir davantage. Je me suis dit, peut-être que certains ou certaines seront OK pour me partager leur expérience à travers un échange téléphonique. Donc, j'ai sollicité comme ça des retours d'expérience, toujours avec une posture désintéressée, parce qu'à l'époque, en fait, on était assez convaincus que c'est un marché tellement pénurique que voilà, ce n'était pas notre cible prioritaire. On avait justement constitué ce principe d'académie pour pourvoir la majorité de nos postes. Donc, je pouvais être véritablement dans une posture désintéressée qui
je pense que ça a été un des leviers du fait que ça fonctionne parce que j'étais dans une authenticité dans les échanges. Et petit à petit, je me suis constitué ce réseau via LinkedIn, ce qui répond aussi à une autre problématique qui est celle des moyens pour les outils, parce que je suis assez convaincue, mais depuis bien avant, que les licences recruteurs de LinkedIn peuvent avoir leur Très intérêt cher. en termes de retour immédiat en termes d'efficacité, mais peut-être pas de retour sur investissement toujours. Et ça peut rendre un peu paresseux dans les approches parce qu'on a cette possibilité de sourcer en open bar, de faire des messages à 50 personnes d'un coup et pas forcément d'être dans un travail artisanal de contact des personnes qui peuvent Cali. avoir le plus intérêt à échanger avec nous, voilà, une démarche quali. Donc, je ne suis pas Mm. fan de ça. Et d'autant plus qu'il y a une problématique de dépendance à l'outil qui m'embête encore plus parce qu'une fois qu'on a la licence et qu'on a créé un historique de messages avec des profils, en fait, on ne peut plus sortir de la licence si on veut garder cet historique. Donc, il y a, on est un peu retenu à l'outil et ça, j'aime pas beaucoup. Donc, j'ai choisi de toute façon de ne pas avoir de licence recruteur. Et en fait, aujourd'hui, par ce travail de croissance organique de mon réseau sur ce type de profil, en fait, j'ai un vivier avec lesquels je peux interagir, que je peux solliciter, et en plus, des interactions beaucoup plus fluides parce que ça se fait via les messageries personnelles et donc il n'y a pas un message comme les emails qui envoie d'un coup ce message de le recruteur à la dalle et il t'envoie un message commercial directement. Donc, il y a un truc beaucoup plus informel qui fonctionne très bien et qui fait du coup économiser quand même plusieurs milliers d'euros. Après, ça nécessite d'avoir une grande confiance dans son équipe de recrutement parce que ça passe par les profils personnels des uns et des autres. Et ça nécessite aussi évidemment un travail de documentation pour s'assurer qu'on ait quand même peut-être un historique des contacts, de sorte que des collègues puissent reprendre le relais éventuellement. Mais en tout cas, avec ça, ça a permis de pourvoir certains postes, surtout d'avoir une meilleure compréhension du marché pour faire évoluer une grille de salaire, la manière de présenter le métier et le contexte dans les annonces, de trouver des contacts qu'on ne recrutera jamais parce qu'ils sont très bien là où ils sont et tant mieux, mais avec qui on a créé des partenariats pour qu'ils puissent venir être jury dans nos certifications d'académie, ou même là, vendredi dernier, coup sur coup, dans la même journée, j'ai 2 de ces profils-là avec qui j'ai commencé à échanger en 2024 et en 2023 qui viennent me dire, dans nos entreprises, on aurait des besoins de sous-traiter des interventions de réparation d'électroménager. Est-ce que Murphy pourrait y aller? Donc, ça amène même des perspectives de partenariat en B2B dont je n'imaginais pas que l'équipe recrutement pourrait être un levier, quoi. C'est fou ça. Et là, tu te rends compte de l'impact au-delà. Bien sûr. L'impact même sur le business même de l'entreprise. Enfin, de toute façon, moi, c'est un truc que je répète assez souvent, c'est que je trouve qu'il n'y a plus de sens à faire une distinction entre marque employeur et marque commerciale. En fait, tout est lié. Et je trouve que du coup, là, c'en est une belle démonstration. Et ce que vous avez partagé l'un et l'autre, ça répond assez à ce que disait Tania en commentaire. Elle disait, le fameux « je vous recontacterai, j'ai une autre offre » et puis derrière, tu le fais jamais vraiment. En fait, c'est ça, c'est cette idée de vraiment le faire, pour le coup, de vraiment passer à l'action et d'entretenir ce lien, comme vous le faites l'un et l'autre avec vos pratiques différentes. Mais c'est intéressant de voir le résultat concret. Et pour rebondir sur tout à l'heure, Fabien, tu parlais du fameux NPS. Oui. Toi, je sais que Carole, tu as plutôt tendance à l'utiliser à un moment précis dans le process, qui est celui, une fois qu'un candidat est refusé, enfin n'est pas retenu pour un poste, c'est là que vous allez transmettre le NPS. Et selon toi, ça fait plus sens de le faire à ce moment-là? Alors aujourd'hui chez Murphy, j'utilise plus le NPS parce que
voilà, on a priorisé. Je pense qu'un des leviers aussi pour faire face à la charge et aux priorités, c'est d'assumer qu'on choisit ses combats. Un des sujets que je répète, c'est que par exemple, notre site employeur n'a pas été mis à jour depuis 3 ans avant que j'arrive. Il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas très en accord, mais j'ai priorisé le fait de mieux travailler les annonces, mieux travailler la relation avec les profils, mettre à jour nos vitrines, plutôt que de faire ça. Et c'est OK. Et donc, sur ce sujet-là, c'est un petit peu la même chose. Je n'ai pas pris le temps de créer un NPS. Mon indicateur clé aujourd'hui, c'est plutôt, comme je le disais, le nombre de retours spontanés que j'ai après les messages négatifs. En fait, plus j'ai de retours spontanés de gens qui me disent « merci pour votre réponse, ça fait du bien, c'est rare », etc., plus je me dis que je vais dans le bon sens. Mais par rapport au bon moment pour instaurer un NPS, effectivement, on avait itéré sur le sujet à l'époque où je travaillais chez l'Étincelle pour se dire que initialement, on envisageait une évaluation plutôt en post-étape d'évaluation, enfin d'entretien et de passage de test à notre niveau. Ça nous semblait logique parce que derrière, ça passait côté client et donc on maîtrisait moins l'expérience candidat. Donc voilà, ça nous semblait naturel de se dire qu'on l'évaluait à ce moment où on avait encore été 100% maîtrise. Mais en fait, ça paraît aussi logique, mais c'était un moment où il y avait encore trop d'enjeux pour les profils, trop de biais pour s'exprimer de façon Oui, bien sûr. voilà, honnête, parce que il y avait encore un coup près qui pouvait tomber. Oui, donc on a finalement ça pris le manque parti, et je crois que c'est d'objectivité. encore voilà, je crois que c'est encore en place, d'envoyer un NPS après l'étape de qualification téléphonique et uniquement aux personnes qu'on avait écartées, en partant du principe que si les retours étaient positifs pour les gens dont ça s'était terminé à cette étape, c'est probablement le niveau d'expérience était suffisamment positif pour tout le monde. Très clair. Ok. Alors, il nous reste 5 minutes de live et j'aimerais bien vous amener en conclusion à aborder, parce que je pense à vous tous qui êtes en train de nous écouter, et moi en vous écoutant, je me dis, je suis tout seul, moi j'ai déjà plein de choses à gérer, l'expérience candidat, ça repose que sur moi. J'ai envie de dire que non, ça ne repose pas que sur les recruteurs ou les RH. Et j'ai envie de vous amener vers cette conclusion-là et ce message à faire passer avec la notion notamment d'acculturation des équipes et des managers, parce que c'est l'affaire de tous, l'expérience candidat, c'est pas que celle des RH et des recruteurs, on est d'accord ? 1000% d'accord. Moi, je peux te la faire rapide, Anaïs, si tu veux. Vas-y. Oh, j'adore, vas-y. Je la fais rapide. Je dis toujours l'expérience candidat, c'est pas un truc qu'on fait sur un coin de table comme on l'a tous vécu à l'époque quand on était en cabinet de recrutement où vas-y, c'est bon, on a 2 minutes, on prend un café. Non, non, il faut que ça puisse être ritualisé. C'est un brief sérieux, c'est des débriefs rapides, c'est du feedback, c'est des templates, c'est leur expliquer l'impact de ce comportement, de leur geste, parce que des fois, ils s'en rendent pas compte. Un kit manager que je suis en train de préparer aussi pour la rentrée. Parce que oui, le kit candidat, le kit manager arrive. Et session one-to-one en mode itératif. Toutes les semaines, je déroule les candidats rencontrés, de quoi on a besoin, est-ce qu'on est à jour, est-ce qu'on n'est pas à jour. Et ça part en prod. Voilà. Je l'ai fait rapide. Parfait. Ça donne une bonne idée pour ceux qui nous écoutent. Je vois Alex qui dit bravo, car même si tout paraît évident, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. En fait, c'est de l'investissement, mais ça vaut le coup parce qu'à terme, c'est du gain de temps pour la suite. Et pour finir, pour clôturer ce live, je sais que Carole, tu avais travaillé avec Thalys à l'époque. On dirait que ça date, mais c'est un peu le cas, ça date. Tu avais rédigé un carnet de route. Tu peux nous en dire 2-3 mots? Parce que ce carnet de route, il a été rédigé quand? Il y a 2 ans? 3 ans? Non, fin 2021 de mémoire. Wow. Okay. Et on est d'accord qu'on s'est replongé dedans et en fait, il est toujours d'actualité. Aujourd'hui, en 2025. J'espère. Pour la petite histoire, j'étais dans ma période de tentage de trucs où voilà, je cherchais à faire tout sauf du recrutement pour m'alimenter. Après, déjà pas mal de temps passé à faire ça. Et j'ai beaucoup exploré les thématiques de la user research et donc plutôt de l'expérience client qui rebouclait avec ma formation en psycho. Et pendant tout un moment, j'ai complètement
surtout refusé toutes les thématiques de mission qui est en lien avec le recrutement parce que je savais que ça allait m'aspirer si j'y allais. Et Sylvia est venue me voir avec cette proposition de faire un carnet de route de l'expérience candidat. Et ça a été le sujet qui m'a fait dire que je pouvais reboucler avec les différentes thématiques qui m'intéressaient. Et du coup, j'ai accepté de faire ça avec elle, avec un cahier des charges, je ne sais plus, qui devait être de 5 pages, ça a fini en 15 parce que j'avais trop de choses à dire et plein d'exemples concrets à partager. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et ça a été le premier pas qui m'a finalement fait reconsidérer d'autres options, avec des conférences avec l'école du recrutement notamment, et donner l'envie de revenir mettre en pratique tout ça sur un temps long chez Murphy, finalement, quelques mois plus tard. Ah, c'est beau. C'est grâce à Thalys. Exactement. Merci, Sylvia. Sylvia mettra le lien du carnet de route en question dans le chat, en commentaire. Je me crois, je sais pas où dans le chat. Je me crois sur YouTube. Elle vous le mettra en commentaire. Il y a Véronique qui dit merci de dire que l'expérience candidat engage RH manager et dirigeant. Alors, en PME, PMI, parce que je sais que Véronique bosse beaucoup avec les PME, PMI, et que ça lui tient à cœur, c'est sa cible. Et Alexandre, coucou Alexandre, qui dit « Je me souviens de cette époque de tentage de trucs. » J'adore. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a peut-être un sous-entendu. On ne sait pas. Écoutez, je suis trop fière de moi. Il est 30. On a réussi à pas dépasser. On est dans le timing. C'est plutôt cool. Plein de choses aujourd'hui. J'espère que vous qui êtes en train de nous écouter, vous repartez avec des éclairages, des pistes de réflexion. En tout cas, le but, voilà, c'était un peu de se dire, faire une rétrospective et se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, en tout cas en 2026, et peut-être tenter de faire baisser ce taux de candidats qui déplorent le manque de réponse après une candidature. Merci à vous deux. Moi, j'ai passé un super bon moment. Ambiance Noël. Là, moi, ça y est, c'est le feu vert. Là, j'ai le droit de faire mon sapin. C'est bon, c'est parti. Je vais pouvoir emballer les cadeaux. Voilà, total. Merci à vous deux. Je suis trop contente de vous avoir aujourd'hui. Et puis merci Sylvia, merci Thalys qui vient nous mettre le lien du carnet de route en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour d'autres lives, d'autres contenus sur Thalys, encore et toujours. Et puis bonne fête de fin d'année à tout le monde. Merci Carole, merci Fabien. Merci beaucoup. Rendez-vous en 2026. Ah, ça fait mal de le dire là. L'année de l'obligation. On y arrive. Les salaires vont... J'adore. Et j'ai le droit de dire à l'année prochaine. La lourdeur. Merci beaucoup. Allez, à bientôt tout le monde. Bisous. Merci. Bisous.